Le succès d'American Graffiti avait dépassé toutes mes espérances, culminant à 55 millions de dollars de recettes pour moins d'1 million de dollars de budget. Obtenant 40% des bénéfices, ma fortune aurait pu s'élever à bien plus que les 4 millions que j'ai récupérés. Mais j'avais choisi de céder des points de pourcentage au staff technique et aux comédiens. Ils l'avaient mérité. Ils avaient travaillé d'arrache-pied pour un salaire modeste. Mais ce geste de bienveillance fut la pierre angulaire d'une césure entre Francis et moi. En effet, je lui avais offert plus que les 10% qu'il devait prendre en tant que producteur et, à ce titre, je souhaitais qu'il participe au partage des richesses en donnant une partie aux autres producteurs. Il refusa ou fit mine d'accepter sans le faire. Il fallut que je tape du poing sur la table pour qu'il s'exécute, mais le mal était fait. Ce n'était plus une question d'argent, mais de principe. Je fais partie de ces noms que vous connaissez. Un mythe pour certains, un escroc pour d'autres. J'ai créé une saga cinématographique considérée comme la plus grande de l'histoire du 7e art, tant et si bien qu'aujourd'hui je n'existe qu'à travers elle, alors que pourtant j'ai accompli bien plus. Et le plus drôle, c'est qu'à la base, ça ne m'intéressait vraiment pas. Moi, je voulais piloter des voitures et rouler vite, très vite. Certains me voient comme un artiste de génie, une référence absolue du 7e art, alors que je me suis toujours considéré uniquement comme un artisan du cinéma. Je m'appelle George Lucas, et ceci est mon incroyable récit. Déjà plus tôt dans l'année, il y eut l'épisode Apocalypse Now. Dans la mesure où Francis l'avait vendu à Warner au nom de Zoetrope, il détenait les droits du projet. Mais c'était moi qui devais réaliser ce film. Et je voulais le faire tout de suite après American Graffiti. La Columbia, à ma grande surprise, accepta de produire ce film. Alors que Gary Kurtz était aux Philippines pour chercher des décors, la déchirure se produisit entre Francis et moi. Columbia chipotait sur les pourcentages et Francis ne voulait rien céder de ses parts. Si elle voulait prendre dans une assiette, ce serait dans la mienne. La mort dans l'âme, je cédais donc le projet à Francis. Nous étions en 1973 et Graffiti n'était pas encore sorti. Il était en train de se faire charcuter par Universal. Je commençais donc ce nouveau projet que j'avais vendu comme un film à la Flash Gordon. Un méli-mélo spatial plus ambitieux que mes précédents films. Sauf que je devais passer par la case que je maudissais, l'écriture. Et pendant 3 ans, j'écrivais, réécrivais des dizaines de versions de ce film. Un véritable enfer. Les premières lignes de synopsis disaient ceci. C'est l'histoire de Mace Windy, un Jedi Bendu vénéré d'Opuchi, dont l'histoire nous est contée par Seji Thorpe, apprenti padawan du fameux Jedi. Ça donne envie, hein? Quelques versions plus tard, c'était Luke Skywalker, un général âgé qui protégeait une jeune princesse sur la planète Akilae avant de rencontrer 2 bureaucrates qui se chamaillaient et partir avec eux pour trouver un pilote capable de les amener sur la planète Opuchi, où Skywalker devrait former une dizaine de jeunes avec son épée laser. On se rapprochait un peu plus de Star Wars, mais le chemin était encore long. Cette ébauche de 14 pages me semblait encore trop vague, je devais créer mon propre univers. C'était le but premier pour faire un space opéra. Je remis ce synopsis à mon agent qui n'en comprit pas un traître mot pour aller l'apporter à United Artists. La description du projet n'était guère plus loquace. Alors en fait, c'est un space opéra dans la tradition de Flash Gordon et Buck Rogers, un mélange entre James Bond et 2001, avec des capes et des épées, des pistolets laser et des vaisseaux qui se tirent dessus et tout un genre de trucs. Mais rien de kitsch, hein. J'avais ajouté à mon synopsis une dizaine de pages avec des images d'illustrations de tanks amphibies, de la NASA, etc. etc. David Chasman mit 3 semaines à répondre « non ». En désespoir de cause, et parce qu'à ce moment, je n'avais pas encore d'argent, je demandais à mon agent d'aller voir Ned Tannen. Cela me frustrait au plus haut point. Lui, qui n'était pas capable de voir la qualité de Graffiti, était maître de mon destin. Mais j'étais sous contrat et je devais à Universal 7 ans de ma vie. Par acquis de conscience, Jeff, mon agent, alla aussi voir la 20th Century Fox. Le nouveau vice-président des affaires créatives, Alan Ladd Jr. ou Laddie pour les intimes, était nettement au-dessus de tous. Il avait déjà réussi de beaucoup dans sa carrière et la Fox semblait vouloir miser de nouveau sur la science-fiction alors que leur saga culte La planète des singes battait de l'aile. Jeff lui envoya une copie de Graffiti en avant-première et Alan adora. Il demanda à me recevoir. Cette rencontre était fructueuse. Enfin un homme qui connaissait le cinéma. Nous avions les mêmes références, les mêmes goûts. Nous nous comprenions. Il se montra intrigué par Star Wars, mais dans la mesure où j'étais lié avec Universal, il fallait attendre la réponse de Ned Tannen qui ne tarda pas non plus. Non. Il ne comprenait pas l'intrigue et de plus, pourquoi me confier plusieurs millions de dollars de budget quand, selon lui, j'avais bousillé un film à 750 000 $. Universal désormais hors de course, les négociations avec la Fox pouvaient commencer. 150 000 $ pour écrire et réaliser, plus 15 000 $ pour le développement du film. J'exigeais une équipe. Gary Kurtz à la production, Walter Murch à la supervision de la post-production et Werner Fields et Marcia Lucas au montage. De plus, je refusais tout producteur délégué.
J'étais prêt à écouter l'avis des créatifs, pas celui des exécutifs. Sauf qu'à ce moment précis, je n'étais toujours qu'un jeune réalisateur au premier film raté et au second coincé en salle de montage. Mais Alan savait ce qu'il risquait. Même si la science-fiction n'était pas un genre qui cartonnait facilement, 2001 l'Odyssée de l'espace sorti en 1968 avait été un échec commercial et ne deviendrait culte que des années après, Alan, lui, ne misait pas sur un film, mais sur moi. Heureusement, il n'eut pas à douter longtemps. Alors que nous étions encore en négociation, American Graffiti sortit et fit un raz-de-marée. Je devenais le réalisateur du moment et les cadres de la Fox craignaient que je n'en joue pour augmenter mes indemnités. J'aurais pu demander 4, 5 fois plus, mais je n'étais pas attiré par l'argent. Ce que je voulais, c'était le contrôle. 2 studios m'en avaient privé, il était hors de question que le 3e ne le fasse. Par bonne éducation et par principe, je ne revenais pas sur mon accord, ce qui me fit marquer des points d'éthique auprès d'eux. Cependant, nous n'avions pas encore abordé la question des produits dérivés et des suites. Si les suites étaient assez rares et les produits dérivés inexistants dans le cinéma, elles m'apparaissaient importantes si je parvenais, comme je le souhaitais, à créer un véritable univers. Le film serait produit par Lucasfilm, ce qui me permettrait d'avoir un œil sur les comptes et d'être le seul à disposer du nom Star Wars pour tous les produits dérivés officiels. Je reprenais donc l'écriture dans la douleur en devant gérer ma notoriété explosant et la fortune qui allait avec. Marcia, elle, travaillait avec Martin Scorsese sur le film Alice n'est plus ici en tant que monteuse-chef. Elle enchaînera avec Taxi Driver et New York, New York. Elle ne voulait pas vivre dans mon ombre, ce que je comprenais. Mais nous voulions fonder une famille en même temps, ce qui rendait la tâche plus difficile. Elle travaillait à Tucson et j'étais en Californie. Je lisais tout ce que je pouvais pour m'inspirer. Des aventures de John Carter dans Une princesse de Mars à la Bible expliquée par Asimov. Je buvais livres, BD et films en retenant ce qui m'intéressait. Je m'inspirais également de la guerre du Vietnam pour avancer des idées progressistes. En mai 1974, je finissais le premier jet complet de Star Wars. Le héros était un jeune homme dénommé Anakin Starkiller, entraîné par Luke Skywalker, un Jedi Bendu de 70 ans, et accompagné de 2 robots faire-valoir, un petit trapu et un autre reluisant, style Metropolis. Han Solo était un monstre géant vert et Leia une princesse de 14 ans. Et un grand général sinistre faisait une courte apparition, Dark Vador. Alan Ladd apprécia ce qu'il en comprenait et m'encouragea à faire une deuxième version. La vie de tous les jours m'inspirait. La taille imposante de notre chien à l'avant de la voiture me donna l'idée du copilote Chewbacca dans le Faucon Millennium, ou une abréviation de numéro de bobine de Walter Murch me donna l'idée de R2D2. Je prenais et changeais le nom de mes personnages chaque semaine. Je regardais les vieux épisodes de Flash Gordon et autres séries des années 30, l'une d'entre elles me donna une idée. Il serait intéressant de faire un feuilleton digne des années 30 sur un archéologue. Je prenais quelques notes sur un bout de carnet et brodais un nom pour le personnage, Indiana Smith. J'avançais tout doucement et difficilement. Heureusement, Marcia me soutenait et me conseillait. Je n'étais pas toujours tendre avec elle, mais elle me manquait dès qu'elle partait rejoindre Scorsese. Elle avait un instinct inégalable en termes de bonne histoire. Je demandais aussi l'avis de mes proches, le couple des Huyck et même Francis. Je prenais des notes. Les retours étaient positifs, et j'accordais de plus en plus de crédit à l'opinion de Steven. Il travaillait sur les Dents de la Mer à ce moment-là et me montrait le gigantesque requin mécanisé. C'était tellement bien fait que j'en étais jaloux. Je lui dis que s'il arrivait à tourner ne serait-ce que la moitié, ce serait le plus grand succès de l'histoire. Et je vis juste. Les Dents de la Mer battit tous les records en 1975, pendant 2 ans. Francis, de son côté, allait réaliser Apocalypse Now. Il avait injecté ses fonds dans le film et m'avait proposé la réalisation. J'avais fini par refuser après réflexion pour 2 raisons. D'abord parce que l'écriture de Star Wars me prenait trop de temps, et ensuite parce que j'estimais que le public n'avait pas besoin d'un énième film sur la guerre du Vietnam. Depuis 10 ans, les films ne parlaient que du désastre de l'humanité. Il fallait un peu de positif dans les esprits. Je voulais faire rêver à d'autres mondes merveilleux et créatures fantastiques. Et en termes de business, cela représenterait un nombre illimité de produits dérivés. La Fox, comme beaucoup d'autres studios, ne prêtait pas attention au potentiel et lâchait pour des sommes dérisoires dans leur partenariat avec d'autres marques. J'étais sûr de gagner plus d'argent avec les produits dérivés que n'importe qui. Mon honnêteté de réalisateur allait jouer en ma faveur. Parce que je n'avais pas cherché à renégocier mon contrat suite au succès d'American Graffiti, le studio acceptait ma requête. Mais le deal n'était toujours pas signé, car la Fox attendait de budgétiser le projet. Mon gros problème, c'est que plus le temps passait, plus le script évoluait, et donc le budget explosait. La pré-production avançait sur mes deniers personnels et, ayant conscience que les effets spéciaux prendraient une très large place dans le film, j'envisageais de créer ma propre société pour le faire. Je contactais donc ceux que j'estimais être les meilleurs techniciens pour concevoir ce dont aurait besoin le film. Colin G. Cantwell, John Dykstra et Ralph McQuarrie. Coup de chance, ma notoriété joue en ma faveur. Pas seulement avec American Graffiti, mais également THX 1138 pour les puristes.
Je décidai d'ignorer les syndicats qui m'imposaient de ne travailler qu'avec des personnes issues du milieu cinématographique et je montai donc Industrial Light and Magic, plus communément appelé ILM. En été 1975, le film Les Dents de la Mer de mon ami Steven sortit et fit un carton plein. En plus de la qualité du film, c'est la puissance du marketing et de la publicité injectée par le studio Universal qui avait fait la différence. Le cinéma évoluait. Fini les premières projections dans une dizaine de salles pour laisser le bouche à oreille faire son effet et s'assurer du succès avant de sortir le film dans tout le pays. Universal avait fait le pari de lancer la diffusion dans 409 salles en même temps et investi près de 2,5 millions de dollars dans la pub à la télévision à heure de grande écoute en plus des affiches traditionnelles. Le blockbuster venait d'être créé sous nos yeux et le film d'été également. De mon côté, je continuais de m'arracher les cheveux sur le scénario avec encore une nouvelle version qui se rapprochait davantage de l'original. Mais plus j'avançais, et plus j'étais déprimé. Il commençait à se dire que je ne faisais qu'un film enfantin au lieu de réaliser Apocalypse Now ou autre film plus mature avec des messages. Même si Star Wars en avait des messages. Marcia vit mon état et demanda alors à Brian De Palma, que j'admirais, de me réconforter. Le casting pour Star Wars démarra en août 1975. Brian m'accompagnait car il cherchait en ce temps des acteurs pour son film à venir, Carrie. Et les personnages avaient le même âge que Luke, Han et Leia. Pendant les auditions, je restais tellement silencieux que les acteurs pensaient que je n'étais que l'assistant de Brian. Mais je prenais ce casting très au sérieux. J'avais besoin d'une réelle alchimie entre les acteurs. Dès les premières semaines, bon nombre de jeunes acteurs en vue à Hollywood passaient devant moi. John Travolta, Nick Nolte, Tommy Lee Jones, Amy Irving et Jodie Foster. Brian signa Amy Irving et John Travolta pour Carrie. Un jeune homme, Mark Hamill, vint à son tour, mais à peine assis, je lui demandai de partir. Il avait déjà raté sa chance sur le casting d'American Graffiti pour moi. En décembre de la même année, le casting s'affinait et je faisais revenir des duos d'acteurs pour de nouvelles auditions Luke-Leia, filmées cette fois-ci. Je pensais être près du but quand Fred Roos, directeur de casting qui travaillait avec moi, m'amena sa shortlist dans laquelle figurait un nom surprenant pour le rôle d'Han Solo, Harrison Ford. J'appris qu'il travaillait pour Roos en refaisant une porte des bureaux de Zootroop encore existants. Sa carrière n'avait pas décollé après American Graffiti et il avait repris son ancien travail pour nourrir sa famille. Un grand succès au cinéma ne garantissait pas une longue carrière. Cependant, je n'avais aucune intention d'embaucher un acteur avec lequel j'avais déjà travaillé. Je refusais déjà ceux qui avaient passé le casting, mais Fred utilisa un stratagème audacieux pour semer le doute dans mon esprit. Il parvint à convaincre Harrison de s'occuper de cette porte au studio où je faisais mes auditions. Harrison, fier, trouvait ça humiliant, mais finit par se laisser convaincre. Alors que je tombais sur lui presque par hasard du coup, Fred suggéra habilement qu'Harrison soit embauché pour lire les lignes de Han Solo pour aider les acteurs qui auditionnaient pour Luke et Leia. Au bout de quelques jours, le plan fonctionna. J'étais intrigué. Harrison avait ce côté détaché et charmeur que je cherchais pour le rôle. Et le 30 décembre, Harrison donnait la réplique à un comédien que Fred m'avait suggéré, un jeune homme que j'avais écarté d'office, Mark Hamill. Le jeune homme était brillant. Il avait ce côté à la fois excité et naïf. Mais avec mon manque cruel de talent pour communiquer, je me contentais d'un « Ok, bien ». Une jeune femme se présenta également pour une nouvelle audition, Carrie Fisher, la fille de Debbie Reynolds et Eddie Fisher. Si je la trouvais brusque comme princesse, je devais me rendre à l'évidence. Elle avait une superbe alchimie avec Harrison. Sauf qu'Harrison ne devait pas jouer Han Solo. Mais le bougre était bon. À force de répéter avec les autres comédiens, il maîtrisait parfaitement le rôle et le façonnait à son image. Ce qui ne me déplaisait pas, même si à ce moment-là encore, je lui préférais Christopher Walken. Je réduisais ma liste à 2 trios, un composé de Christopher Walken, Will Seltzer et Terry Nunn, et l'autre d'Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher. Le premier était plus sérieux et réaliste, mais il avait des inconvénients. Terry Nunn était mineur, ce qui poserait des problèmes d'horaire de tournage, et Will Seltzer était un peu trop intellectuel quand Mark Hamill était plus naïf et fougueux. Je choisissais donc le deuxième trio, mais j'imposais à Carrie Fisher de perdre 5 kilos. Alan Ladd n'était pas entièrement satisfait car il voulait des têtes d'affiche. J'en avais une en tête pour le rôle de Ben Kenobi, Sir Alec Guinness, acteur britannique réputé. Il n'était pas fan de science-fiction et prenait mon film pour un conte de fées idiot, mais il cherchait des finances pour sa nouvelle pièce de théâtre. Même s'il avait du respect pour moi et mon travail, Star Wars serait pour lui un travail purement alimentaire. Je continuais de recruter une équipe technique et devais remplacer Walter Murch engagé sur d'autres projets. L'attente était trop longue et il devait travailler ailleurs. Mon équipe continuait de travailler à construire les caméras pour tourner, les décors, les designs, les maquettes, mais mes réserves tombaient à sec. 2 ans s'étaient écoulés depuis les premières discussions avec la Fox et je n'avais toujours pas de deal. Ils ne m'avaient donné qu'une avance sur salaire de 10 000 $ pour écrire mon script, et j'en étais à mon 4e. Le temps devenait long. Suite à l'échec d'un autre film produit par la Fox et réalisé par un jeune indépendant,
Le studio eut soudain des remords et figea les négociations pendant 2 mois. J'essayais donc de trouver un autre studio, mais personne n'acceptait de prendre de tels risques. Je restais donc coincé avec la Fox, mon destin entre leurs mains en ayant déjà perdu quasiment tous mes revenus d'American Graffiti. Alan défendit le projet bec et ongle au conseil d'administration devant un parterre de sceptiques dont la princesse Grace de Monaco qui avait rejoint le conseil quelques mois avant. Les décideurs finirent par lancer le projet. Le budget ne devait pas dépasser 10 millions de dollars. J'avais donc choisi, non sans sarcasme, de budgétiser le film à 9 999 999. De toute façon, ce n'était pas assez dans tous les cas, mais on pouvait signer mon contrat avec mes demandes de contrôle des suites et des produits dérivés. Cela faisait plus de 3 ans que je bataillais dur pour faire Star Wars, et en mars 1976, les voyants étaient enfin au vert. Mais il manquait encore un tout petit détail. Heureusement, un ouvrage allait venir me sauver la vie, le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Grâce à lui, j'allais pouvoir enfin terminer mon scénario et lui insuffler l'essence qui lui manquait quelques semaines avant le début du tournage. Le pire était passé. Du moins, c'était ce que je pensais. Le tournage fut une catastrophe jamais égalée. Les premiers jours en Tunisie virent des tempêtes de sable détruire des décors, réduire la capacité motrice de mon R2D2 et empêcher plusieurs jours de tournage. De plus, je n'étais pas encore sûr de vouloir tuer Obi-Wan et surtout de l'annoncer à Sir Alec Guinness. Mais l'ouvrage de Joseph Campbell m'obligeait à le faire. Lorsqu'il apprit finalement la nouvelle, Alec Guinness refusa. Il fallut un déjeuner et de longues discussions pour lui faire voir ma vision. Tout rentra dans l'ordre de ce côté-là. Et pour le reste, rien n'allait comme je le souhaitais. Ma société de production d'effets visuels ILM me coûtait énormément d'argent et n'arrivait pas à délivrer les produits espérés. Les syndicats britanniques où nous tournions m'empêchaient de travailler comme je le souhaitais. Les maquettes de mes monstres pour la scène de la cantina ne correspondaient absolument pas à ce que je voulais. Je n'avais pas mon Jabba the Hutt car impossible à réaliser. Le monteur que la Fox m'imposait ne faisait rien de ce que je lui demandais. Les retards s'accumulaient et le budget explosait de plus de 2 millions de dollars. La Fox mettait une pression d'enfer à Alan qui faisait de son mieux pour rassurer. Mais chaque semaine, le tournage était évoqué en réunion. Personne ne croyait en ce projet, sauf Alan et moi. Seul bon point, l'alchimie de mon trio d'acteurs fonctionnait à merveille, et ce, malgré ma pauvre capacité de mise en scène de comédien. Le 16 juillet 1976, avec 20 jours de retard, le tournage était enfin terminé. J'allais pouvoir regagner la post-production, l'endroit où je pouvais laisser libre cours à ma créativité. Et là encore, je n'étais pas au bout de mes peines. Je dus me séparer du directeur d'ILM que j'avais mis en place. Les effets visuels étaient à peine terminés, mais loin d'être ce que j'espérais, même si pour l'époque, c'était nouveau. Je virai également le monteur de la Fox pour mettre ma femme à la place. Elle travaillerait un peu sur le projet avant de rejoindre, à mon grand désespoir, Martin Scorsese sur New York, New York. Une fois le montage fini, je décidai de le montrer sans musique à quelques personnes pour avoir un avis. À Alan et d'autres responsables de la Fox d'abord, où Gareth Wigan, l'un des rares directeurs à nous avoir soutenus, versa quelques larmes de joie. Puis, et c'était là le plus important, à des amis du métier. Marcia et moi invitâmes les époux Huyck, Brian De Palma, Steven Spielberg, John Milius, Hal Barwood et Matthew Robbins. Ils faisaient partie de mon précieux cercle et leurs conseils étaient très importants. Marcia, qui n'avait pas vu le film depuis un premier montage, fondit en larmes, persuadée que ce serait un désastre. Huyck trouvait le texte d'introduction bancal et interminable, et Barwood me conseilla de faire des reshoots. Mais c'est Brian De Palma qui fut le plus cinglant. Il critiqua absolument tout, de la coiffure de Leia au concept de la Force en passant par le manque de sang. Il enchaîna tellement longtemps que je ne pus m'empêcher de lui rappeler que ses films à lui ne rapportaient pas un centime. Il y avait cependant une personne qui, tout comme American Graffiti, avait adoré Star Wars. Celui qui était resté discret tout ce temps, Steven. Il alla même dire à Alan que le film allait faire un tabac et rapporterait au moins 50 ou 60 millions de dollars. Il était très loin du compte. La musique de John Williams compléta le montage et fut sûrement l'une des plus belles surprises du projet. Les émotions étaient autant portées par la musique que par les images. Il fallait maintenant convaincre le studio de distribuer le film en salle. Et même si les commerciaux de la Fox étaient plus qu'enthousiastes, les décideurs, eux, restaient sceptiques. Le studio allait donc sélectionner seulement 37 salles dans le pays pour sortir Star Wars dans un premier temps. Cependant, Gary et moi avions recruté un homme au poste de vice-président de la publicité, et son travail allait payer. Il allait cibler sur les fans de science-fiction et BD dans les conventions spécialisées. Il alla même jusqu'à faire créer une novélisation de mon script qui sera publiée en novembre 1976. Le roman fit un carton, 125 000 exemplaires vendus. Il essaya également d'en faire un comics, mais Marvel n'en voulait pas. Après d'âpres négociations, il obtint gain de cause de diffuser 2 volumes du comics avant le 25 mai 1977, date de sortie du film,
Mais Stan Lee ne verserait pas un centime avant au moins 100 000 exemplaires vendus. Tout le monde se moqua du deal signé, mais le comics cartonna également. Le film n'était pas encore sorti, mais sa notoriété grandissait, et des premiers déguisements en convention apparurent. Comme une prédiction, la première eut lieu le 1er mai 1977 au North Point Theater de San Francisco, le même cinéma qui avait accueilli la première d'American Graffiti. Les 1000 sièges étaient pris. Marcia, sceptique, me donna alors un indicateur de succès. Si les spectateurs n'acclament pas le retour de Han Solo pour aider Luke à la fin, c'est que le film ne fonctionne pas. Lorsque les lumières s'éteignirent, je regardais Alan Ladd, dont la réputation était également en jeu. La pression était énorme. Dès la première apparition du destroyer stellaire en début de film, la salle fut parcourue de murmures d'excitation qui montèrent crescendo au fur et à mesure. Bien entendu, elle explosa lors de l'indicateur de succès de Marcia. À la fin de la projection, l'ovation était interminable. Je n'en revenais pas. Alan finit par sortir, les yeux humides. Mon père serrait la main de chaque spectateur, les remerciant chaleureusement. Quant à moi, je me tournai vers Paul Hirsch, mon monteur, et lui dis « Eh bien, je suppose qu'il n'y a rien à changer finalement. » Le 25 mai, jour de la sortie de mon film, Marcia et moi étions en train de déjeuner et nous remarquâmes un attroupement sur le trottoir. On aurait dit une émeute. La voie était bloquée. La police était là pour contenir une file large de 8 ou 9 personnes qui s'allongeaient jusqu'au bout de la rue. En partant du restaurant, je me disais qu'il devait y avoir une première d'un film au cinéma d'en face. C'était bien le cas. Et les enseignes au néon de l'imposante entrée affichaient 2 mots. Star Wars.